Bonjour à tous. La culture, c'est comme la confiture et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast Harmony Inside, la culture en action, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises originales, différentes et qui assument cette singularité qui leur permet de rayonner en interne comme en externe. Ces pépites-là, on a la chance de les côtoyer et on veut donc vous les présenter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Céline Méchin, la DRH de Platform.sh. Platform.sh, c'est une entreprise internationale de software qui permet aux équipes IT de collaborer de manière fluide et efficace pour réaliser tous leurs projets. Mais c'est surtout une équipe de près de 300 collaborateurs, 40 nationalités et aucun bureau. Donc un modèle inspirant de full remote interculturel qui fonctionne très bien depuis des années et dont Céline va nous livrer aujourd'hui les secrets. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Céline. Alors pour commencer, on aimerait d'abord mieux te connaître toi et pour ça, j'aimerais que tu te présentes avec une métaphore, comme c'est la tradition. Si tu étais un lieu de télétravail, tu serais lequel et pourquoi ? Excellente question, excellente idée. Écoute, la grande découverte du télétravail à temps plein, pour moi, c'était vraiment à quel point on peut être dans un environnement qu'on aime, qui est à soi, et à quel point, parce qu'on est concentré, on fait beaucoup plus finalement, concrètement. Donc, si je devais choisir un endroit, ce serait un jardin, parce que pour moi, c'est l'endroit idéal, parce que calme, sérénité, lumière, vue sur la nature et cette sensation de respirer. Donc, pour se concentrer finalement et être au calme, c'est quand même l'idéal. Super, merci. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous raconter la genèse du télétravail et d'ailleurs de l'entreprise de plateforme.sh. Bah oui, écoute, ça fait très longtemps, c'est vrai. On n'a pas attendu la pandémie pour être en full remote, comme disent les anglophones. Et en fait, c'est assez intéressant de noter que c'était pas à l'origine une volonté de la société. Pour la petite histoire, nous avions l'un des cofondateurs avec cette équipe, avec un positionnement très classique, hein, donc localisés tous au même endroit. En l'occurrence, c'était sur Paris. Et puis confronté à la concurrence de toutes les autres startups de la place parisienne. Mais donc l'un des cofondateurs a décidé de se mettre au vert avec sa famille. Il est parti pour le sud de la France. Donc les équipes se sont retrouvées un peu devant le fait accompli, mais force est de constater que la distance géographique n'a pas entaché la performance de l'équipe ou du cofondateur, au contraire. Et donc en analysant un petit peu ce qui faisait que ça fonctionnait bien, en comprenant les raisons de ce modèle, eh bien, décision a été prise de recruter les talents là où ils sont, finalement, et pas de se limiter géographiquement. Donc le modèle a été dupliqué. C'est vrai que la société a grandi et s'est construite complètement autour du fait qu'elle était entièrement en télétravail. C'est un levier incroyable en matière à la fois d'équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle, bien sûr, puisque chaque collaborateur finalement choisit son environnement de travail. Et ça fait sens quand on y pense, parce que nos clients sont à l'international également. Donc avoir des équipes qui sont proches de clients partout dans le monde, c'est tout à fait logique. Bien sûr. Et alors, avant de creuser un peu ce modèle passionnant de full remote, donc qu'est-ce qui toi t'a attiré dans cette aventure ? Ah bah écoute, plateforme.sh, c'est cocher toutes les cases pour moi. Lorsque je cherchais mon nouveau challenge professionnel, ce qui caractérise mon parcours jusqu'à présent, c'est quand même le fait de créer la fonction RH dans une société à taille humaine, high-tech, et en croissance sur l'international. Donc ça, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est ce que je sais faire. Et non seulement plateforme.sh était dans ce modèle-là, mais en fait, ça allait au-delà de mes habitudes et espérances, puisque il y avait déjà de fortes valeurs humaines vécues et une culture solide, même si discrète, grâce à l'équipe dirigeante. Donc ça, c'était un très fort point positif, évidemment, vu ma fonction.
Également, bien, je crois aux rencontres. Les plus beaux postes que j'ai eus, c'était des rencontres professionnelles. Et c'est vrai que rencontrer le CEO, le CTO, le CPO, c'est des personnes avec qui j'ai pas regretté une seconde de travailler. Il y a un vrai alignement de planètes et de valeurs. Et puis bien sûr le télétravail, ce qui n'est pas dans la culture d'entreprise en France. C'est un modèle que je n'avais jamais vu, même encore aujourd'hui. On passe un peu pour des ovnis, en tout cas en France. Et donc j'avais une grande curiosité, une certaine appréhension, hein, je dois t'avouer, mais j'étais très curieuse de voir comment le modèle fonctionnait et s'il était scalable et c'est vrai que bah voilà, j'étais très curieuse. Ça a été un apprentissage. Il a fallu revoir un peu la façon de travailler, voir les choses différemment. Mais une fois que tu as adopté ce prisme un peu différent, eh bien, j'avoue que je n'arriverai pas à revenir en arrière. Je n'arriverai pas à retourner dans un bureau 5 jours par semaine et à avoir un prisme local finalement, très franco-français. Mm. Alors on va revenir justement sur cette culture dont tu parles, hein, qui t'a attiré, qui t'a plu. Donc juste pour faire un peu de mise en perspective, parce que tu dis c'est un modèle vous êtes un peu un ovni. Pour autant, ça semble bien marcher. Hein. Aujourd'hui, plateforme.sh, quelle est un peu votre ambition, votre trajectoire? Donc l'entreprise a déjà quelques années. Et dans quelle dynamique est-ce que vous êtes aujourd'hui? Alors oui, la société est le spin-off d'une autre société, donc le produit Mm. préexistait à la création du nom plateforme.sh. Donc le produit, lui, a 10 ans d'existence, mais la société en tant que telle a été créée en 2015. Aujourd'hui, on est sur un trend de croissance qui finalement est constant chaque année, que ce soit en matière de chiffre d'affaires ou d'effectifs. J'ai rejoint plateforme.sh en juillet 2017, donc il y a un tout petit peu plus de 4 ans. Et à l'époque, c'était une start-up de près de 50 personnes, déjà réparties sur 10 pays différents. Mm. Aujourd'hui, c'est une scale-up, hein, clairement. On n'est plus une start-up Ouais. et on va franchir le cap des 300 personnes à la fin de cette année. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 280 et nous sommes alors ces collaborateurs sont sur plus de 30 pays. Et aujourd'hui, donc quand je dis qu'on est une scale-up, c'est qu'en fait, on a déjà plus de 300 clients de type enterprise dans notre Mm. base de données clients. On vient de faire notre premier achat de société cette année. C'est aussi une grande étape à franchir dans une Ouais. croissance. Et nos prévisions de croissance sont sur le même trade, voire vont être accélérées. En tout cas, les ambitions sont très fortes. Ouais. Donc effectivement, preuve que c'est un modèle qui fonctionne. Alors justement, pour parler un peu plus de ce modèle, déjà, tu as parlé de ce socle, de cette culture, hein, en disant que c'était quelque chose qui, toi, t'avait parlé, attiré, etc., et que c'est quelque chose qui est prégnant chez vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu, en particulier, de vos valeurs qui ont été définies? Oui, bien sûr. Alors, nous vivons 6 grandes valeurs, dont 3 qui sont très RH finalement. La première grande valeur RH, c'est le fait que nos équipes, nos collaborateurs sont à la fois divers, curieux, courageux, passionnés, polyglottes. On aime bien ce terme de polyglotte. C'est vrai que ça définit bien notre culture et les équipes qui nous constituent. C'est vraiment dans notre ADN, c'est la base de notre succès et nous ne saurions travailler autrement. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont hautement proactives et qui collaborent toujours. Il n'y a pas de modération dans le niveau de participation de tout un chacun dans les différents sujets que l'on adresse. Donc ça, ce côté très, très proactif, très dynamique, c'est vraiment ce qui caractérise les plateformeurs. La deuxième grande valeur RH, hein, c'est le fait de se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu finalement. Je me souviens, ça faisait à peine quelques semaines que j'étais arrivée et j'étais vraiment surprise de constater que il y avait eu un incident technique un week-end et que tous les ingénieurs s'étaient penchés sur le sujet, avaient travaillé ensemble. Il n'y avait pas cette notion de pointer du doigt, demander des comptes à telle ou telle personne responsable du sujet. Non, il y avait un sujet, on comprenait pas ce que c'était et donc c'est l'affaire de tous. Donc tout le monde s'y est mis et ensemble ils ont trouvé la solution. C'était pas
des réponses du type c'est pas dans ma job desk ou j'ai pas le temps. Non, c'était un sujet. Comme on a des gens passionnés, eh bien ils sont vraiment tous attelés à la tâche. C'était vraiment très intéressant de voir ça. Donc ce côté vraiment de travailler sans stylo finalement, c'est vraiment assez intéressant. Il y a ce côté collaboration inter-équipe que j'aime beaucoup et que j'ai pas forcément vu ailleurs. La troisième grande valeur très RH, c'est la communication transparente. Alors, elle est tournée en premier lieu vers la com client, ça c'est vrai. On est quand même assez reconnu par nos clients sur la transparence de notre communication. On dit les choses telles qu'elles sont, on explique les contextes, on explique les points d'amélioration. Mais ce côté communication transparente se retranscrit dans toute l'organisation. Et c'est vraiment, pour moi, la marque. Il y a un vrai respect de l'intelligence de l'autre. En fait, il n'y a pas de notion de supériorité hiérarchique finalement. Oui. Et tu parlais aussi donc de 6 valeurs, les valeurs plutôt business. N'hésite pas d'ailleurs à les dire. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont. J'aime bien la formulation que vous avez choisie. Je sais que c'est en anglais, mais je trouve ça très parlant. Oui, alors sur la communication transparente, j'aime beaucoup la façon dont c'est dit en anglais. C'est We are fair and we tell it like it is. Et c'est vraiment ça. Après, sur les valeurs plus business, c'est le fait de ne jamais faire d'ombre à la qualité. En fait, quoi qu'on fasse, même si on a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets et qu'on a toujours l'impression de jamais avoir assez de mains pour tout faire, on fait les choses bien. Sinon, on les fait pas. Et donc, quoi qu'on fasse, on offre de la qualité. Notre code est de qualité, la relation client, c'est toujours de la qualité. Ce que l'on fait, le moindre point de documentation en interne, c'est bien fait, c'est fait avec amour et dans le sens d'apporter une solution, d'apporter de la valeur. Il y a une autre valeur business qui est oui, nous avons des ambitions, hein, we aim for the stars, mais un pas après l'autre. On a cette notion que oui, c'est bien d'avoir des grands projets, mais finalement, on ne fait que des choses concrètes petit à petit, et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Il y a des étapes à franchir et il ne faut pas aller trop vite. Et puis bien sûr, il y a une grande orientation client puisque l'activité, l'industrie passe, c'est exactement comme le SaaS, c'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir des clients contents, des clients long terme. Et donc il y a une des grandes valeurs qui est sur le fait que oui, techniquement on fait des belles choses, certes, mais elles ont un sens, elles servent un besoin client et donc on est là pour garantir la sécurité des données que nos clients nous confient, donc c'est une grande responsabilité et on est là pour les accompagner dans leur business, quel qu'il soit. Ouais. Et alors ces valeurs justement, donc qu'on peut retrouver sur votre site internet, hein, vous les affichez très bien. En interne, comment est-ce que vous les diffusez? Comment est-ce que vous les mettez en œuvre concrètement pour que vraiment chacun puisse les vivre au quotidien? Alors c'est vrai que nous vivons ces valeurs. Alors je peux te donner des exemples assez concrets finalement. Nos valeurs découlent d'actions quotidiennes présentes, vécues par l'ensemble des équipes. Sur le côté we care for each other, donc le soutien des uns des autres. Finalement, c'est l'incident technique dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, le côté il se passe quelque chose, même si ça concerne pas directement mon job ou mon équipe, eh bien si je peux aider, si je peux participer, eh bien j'y vais, je n'hésite pas et je contribue. Et en fait, le maître mot ici, c'est la collaboration. Les gens qui adorent travailler dans notre équipe, c'est vraiment des gens qui sont sur ce modèle de je veux apprendre. Je suis seule chez moi, c'est vrai, mais je suis conscient que j'appartiens à une équipe. Je suis conscient que j'ai des compétences qui peuvent aider les autres. Et donc, le fait d'avoir des sujets, des projets, des initiatives internes qui sont ouvertes, collaborent ceux qui veulent, qui peuvent, eh bien finalement, ça permet d'enrichir cette polyvalence que recherchent les gens et ce côté responsable que les gens recherchent. Et sur le côté diversité des équipes, tu vois, le côté courageux, c'est vraiment
La flexibilité, je pense qui est offerte à tout à chacun. En fait, notre modèle organisationnel donne de la flexibilité sous plusieurs perspectives. Il y a le fait de pouvoir s'organiser en fonction de sa charge de travail personnelle, ses horaires, sa localisation géographique. Il y a l'autonomie et la responsabilisation qui est laissée à tout à chacun sur son job. Finalement, ce qu'on donne, c'est des objectifs. On donne les outils et les process, mais c'est à chacun d'organiser son travail ou de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre un objectif finalement. C'est aussi des notions beaucoup d'empathie, d'entraide. J'aime beaucoup les fils de discussion que nous avons qui sont totalement informels mais qui permettent d'en savoir plus finalement sur les passions de chacun, les questionnements sur comment le monde tourne. C'est des choses que je n'ai pas vues dans d'autres sociétés et que j'ai vues uniquement parce que justement nous communiquons beaucoup par écrit par exemple. Ouais. Cette notion de flexibilité a beaucoup été mise en œuvre, notamment lors de la pandémie, parce qu'on est comme tout le monde, nous avons beau avoir l'habitude de travailler à distance, force est de constater que nous n'avons pas l'habitude de gérer notre famille pendant nos heures de travail et donc nous aussi, on a dû adapter les charges de travail, les horaires, les postes de travail de certains en fonction des besoins individuels et cette flexibilité, on l'a donnée dès le départ. L'idée, c'était toujours pareil, de communiquer. Vous avez un problème, quel qu'il soit, vous me le dites. Et puis, on répartit le travail, parce qu'on avait, nous, la chance d'avoir autant de charges de travail pendant les confinements que hors période de pandémie. Et il a fallu s'organiser en fonction des difficultés que certains pouvaient rencontrer. Mais comme on n'a pas eu une expérience vécue unique d'entreprise, vous voyez, pas une expérience collective, puisqu'on n'a pas tous été confinés en même temps. On a même eu des situations que je n'ai pas vues en France. Je me suis retrouvée avec un collaborateur qui a été réquisitionné par son armée locale pour aider. Wow. Je me suis retrouvée avec des gens coincés dans un pays étranger qui n'arrivaient pas à rentrer chez eux. Enfin, j'ai vu des choses qui étaient finalement pas franco-françaises, et on n'a pas tous été confinés en même temps. Donc, il a fallu un petit peu s'adapter. Mais justement, on a réussi à s'adapter parce que quand certains étaient confinés, d'autres ne l'étaient pas, et on a réussi à s'organiser ainsi. Mais toujours pareil, c'est transparence de la communication, c'est j'ai un sujet, je le dis, et puis on s'organise ensemble, collectivement, différemment. Mais on y arrive tous ensemble. Ouais, donc effectivement, c'est vraiment une mise en œuvre au quotidien de chacune de ces valeurs. Alors, nous, on dit souvent, les valeurs, ça démarre dès le recrutement, c'est-à-dire c'est le filtre qu'on va utiliser pour trouver les fameux profils résonnants. Alors vous avez une culture et un mode d'organisation qui sont particuliers. Pour aller un peu dans le détail, justement, un peu de votre parcours collaborateur, je suis sûre que tout le monde comme moi est très curieux de se dire, mais comment on fait ça à distance ? Comment se passe déjà le recrutement chez vous ? Alors, donc non seulement c'est possible de recruter à distance, pour nous, c'est vital, sinon nous n'aurions pas su grandir de façon ni pérenne ni harmonieuse. J'avoue que je ne vois pas bien la différence entre un entretien de recrutement en face à face en visio ou autour d'une table. Je n'ai jamais ressenti le besoin de savoir si une personne avait des chaussettes vertes ou est grande pour l'envisager dans une équipe. Donc, j'ai pas eu cette difficulté à m'adapter finalement au fait que tous nos entretiens se font uniquement en visio. Finalement, on recrute le talent là où il se trouve. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça donne un vrai équilibre vie pro, vie perso, et ça permet aussi de recruter des personnes en faisant fi des restrictions géographiques qu'on peut avoir. C'est quand même beaucoup plus facile de se dire que le monde entier est mon terrain de jeu plutôt que uniquement la place parisienne, parce qu'il faut être sur Paris par exemple. Donc le fait d'être multiculturel et aussi diversifié par contre fait que alors c'est une force parce que nos équipes sont multifaces certes, et c'est aussi un facteur différenciateur assez fort dans notre marque employeur, mais le fait est que il est très important de choisir les collaborateurs qui partagent exactement les mêmes valeurs de travail. Oui. Nous sommes différents, nous ne venons pas du même pays, de la même culture, certes, mais on a les mêmes valeurs de travail.
Et ce sont les valeurs, en fait, que je décrivais tout à l'heure. Ouais. Et ces valeurs, il faut les démontrer en entretien. Donc finalement, on va choisir, apprécier des personnes qui sont de très bons communicants, qui démontre ce côté dynamique, pluriculturel, proactif, cette curiosité intellectuelle, cette soif d'apprendre, cette envie, cette capacité à être autonome aussi, ça c'est très important parce que c'est aussi la limite de notre système finalement, c'est que nous ne savons pas aujourd'hui recruter des personnes très juniors. Il faut, pour travailler à distance, connaître les codes de travail, savoir ce qui est demandé, comment chercher une information, qui déranger finalement pour quand on cherche une information. Et ça, c'est vraiment la limite de notre système. Mais finalement, les profils que l'on va recruter, ce sont ces personnes-là. Donc très bons communicants, autonomes, proactifs, open source, dynamiques. Et finalement, voilà, c'est ça la clé. Vraiment, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on n'est pas des bons communicants. Au contraire, on communique encore plus, beaucoup plus que dans une société qui a des bureaux et qui peut voilà, communiquer tout le temps, que ce soit à la cantine ou à la machine à café. Nous, on a besoin de gens qui sont proactifs dans leur communication, qui savent bien synthétiser. Et c'est vrai que il a fallu, puisque nous sommes en croissance et que le recrutement est l'activité qui est la clé de voûte de toute l'activité RH, que ce soit enfin, depuis toujours finalement, c'est pas lié à mon arrivée. Donc il a fallu mettre un soin tout particulier dès le départ sur cette activité recrutement pour justement assurer cette croissance. Donc les informations que les candidats glanent au travers des entretiens doivent non seulement leur donner une vision globale, claire, réaliste et complète de ce qu'ils trouveraient s'ils devaient nous rejoindre, mais c'est aussi pour eux un moyen d'être familiarisés avec nos solutions techniques. Et ça, c'est d'autant plus important que nous recrutons quand même beaucoup d'ingénieurs et que les ingénieurs, ce sont des potentiels futurs clients et utilisateurs de notre solution. Donc, il est très important de tenir compte de cela dans nos recrutements parce que, quand je disais tout à l'heure, il faut peaufiner la relation client, il faut aussi beaucoup peaufiner la relation candidat, l'expérience candidat. C'est vraiment un point très important pour nous. Et bien sûr, bon, bah, même si tout se fait en visio, eh bien, on a le processus habituel de recrutement. En fait, le premier entretien, c'est l'entretien avec mon équipe pour vraiment le culture fit. Et là-dessus, on est assez intransigeant. Donc, c'est vraiment l'adéquation avec nos valeurs, avec les profils, tu vois, le type de profil dont je te parlais tout à l'heure. Ensuite vient l'entretien technique finalement, qui chez nous n'est pas du travail à la maison, c'est vraiment un entretien, c'est vraiment des questions sur un grand éventail de technologies possibles, mais on prévient les gens qu'on n'attend pas une réponse à tout. On veut juste savoir comment ils raisonnent, ce qu'ils savent pas, et c'est ok de pas tout savoir, on s'attend pas à ce que les gens sachent tout, mais pour nous, il faut que ce soit une conversation. C'est important de s'attacher au raisonnement. C'est pas grave de pas connaître la réponse, mais si le raisonnement est bon, ça nous intéresse finalement tout autant. Après, évidemment, on reste quand même une petite équipe, hein, on est 300, donc je pense que le fait de rencontrer, même si c'est un peu plus informel, des personnes de l'équipe pour avoir une vision vraiment réaliste du quotidien, et puis aussi des personnes, est-ce qu'on a envie de travailler avec ces personnes, c'est très important, donc on fait toujours un peer interview aussi. Bien sûr, un rendez-vous avec des managers pour la vision, les challenges, les ambitions. On fait une prise de référence. Donc, en fait, notre processus de recrutement, il est très, très classique. Quand tu regardes, il n'y a rien de particulier, sinon que ça se fait en visio. Oui, d'accord. Mais c'est amusant que tu me poses la question parce que j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps et ça portait sur faut-il écarter les candidats trop stressés en entretien. Et en fait, en préparant l'interview, je me disais mais c'est amusant parce que j'ai
Depuis que je suis chez Plateforme.sh, je rencontre beaucoup moins de stress en entretien parce que les gens n'ont pas couru après un bus ou sont en retard et ils arrivent essoufflés au bureau ou ils n'ont pas trouvé tout de suite. Non, au contraire, ils sont dans un environnement qui est le leur, donc ils y sont bien. Et finalement, il y a moins de stress en entretien en visio. Mmh. Alors, je ne sais pas si Ouais, c'est c'est juste intéressant. mon expérience, mais en tout cas, c'est assez vrai. De se dire que finalement, oui, la notion de remote amène peut-être plus d'authenticité ou en tout cas permet d'avoir une expérience, comme tu disais, candidat, hein, qui est plus agréable pour eux parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté stress de quoi j'ai l'air, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que j'ai les bonnes chaussures, est-ce que je suis bien au bon endroit, etc. Alors du coup, si on continue sur l'expérience, hein, plus l'expérience collaborateur, euh, comment se passe ensuite, alors de la même manière, à distance plus ou moins, l'onboarding. Comment justement faire rentrer vraiment les gens dans cette culture, dans votre mode de fonctionnement, d'autant plus, comme tu le dis, que vous avez des nationalités, donc des personnes qui peuvent être très différentes sur un certain nombre de dimensions, même si, comme tu le dis, vous les recrutez pour qu'elles partagent ces valeurs et qu'elles aient du coup ce socle culturel commun. Alors oui, c'est une très bonne question. Effectivement, la logistique de l'intégration des nouveaux collaborateurs, là, par contre, est radicalement différente de fait de notre mode distribué. Alors, la façon dont nous procédons, c'est qu'en fait, on fait une dichotomie entre l'aspect purement administratif et logistique et l'aspect vraiment formation sur le poste. Donc, en fait, la logistique démarre bien en amont chez nous et on s'occupe justement de tout l'aspect administratif et logistique avant le démarrage sur le poste du nouveau collaborateur. Donc, finalement, avant même que la personne nous rejoigne, la personne a reçu chez elle l'équipement qu'elle a choisi. Elle a déjà signé tous les papiers nécessaires pour son intégration en paye, mutuelle, etc. Ce qui fait que le jour où le contrat démarre, finalement, c'est vraiment le moment où la personne se concentre uniquement et simplement sur apprendre à connaître le produit, apprendre à connaître les équipes, ses nouveaux collègues, etc. Et en fait, on a une préparation qui est bien en amont. En amont, on a fait l'aspect administratif, logistique, on l'a vu, et surtout, on a préparé tous les meetings dont la personne a besoin pour intégrer son poste. Donc, c'est un fonctionnement assez classique où finalement, au départ, tu as des notions très générales sur comment la société fonctionne, les valeurs, où est la documentation, qui fait quoi dans les équipes. Et puis, il y a un certain nombre de rencontres avec des personnes clés par rapport au poste de la personne. Et puis, il y a le système du buddy. Le buddy, c'est la personne qui n'est pas forcément dans l'équipe et qui est par contre dans la même time zone que le nouveau collaborateur. Et le buddy, c'est quelqu'un, c'est un peu comme le buffet à volonté, si tu veux. Cette personne est utilisée ou pas en fonction des besoins du nouveau collaborateur, et c'est vraiment la personne qui va se sentir responsable la de répondre de façon super réactive, de vraiment faire en sorte que on puisse répondre de façon très personnalisée aux besoins du nouveau collaborateur. Certains ont besoin de leur buddy pendant quelques semaines, d'autres pas du tout. Chacun s'adapte finalement, mais ça permet de pouvoir se tourner vers quelqu'un sans avoir peur de toujours enquiquiner les mêmes personnes finalement, sans avoir peur de poser des questions. C'est vraiment la personne qui se sent responsable de répondre à vraiment toutes les questions possibles et imaginables. On a beau essayer de tout préparer à l'avance, on prévoit jamais certaines questions, et donc le fait d'avoir une personne Bien dédiée sûr. qui est là pour vous, disponible si besoin, eh bien ça plaît beaucoup. Et finalement, l'onboarding chez Plateforme.sh, c'est vraiment un mix entre je suis assez autonome et je vais lire la doc, poser des questions, et puis je vais être intégrée dans les premières réunions, donc apprendre les mots-clés, les sujets sur lesquels on travaille, les challenges, etc. Finalement, c'est un mix entre le travail personnel, le travail en équipe, et puis la bonne ambiance avec le buddy. Et ça se passe plutôt bien, en fait. Ça répond Ouais. bien aux besoins. Et alors, du coup, une fois que les équipes sont bien intégrées, sont rentrées, etc., comment est-ce que vous avez un certain, tu parlais en particulier de beaucoup de communication
Comment est-ce qu'on fait pour manager avec cette notion de tout à distance et de l'interculturel? Comment est-ce que les équipes, voilà, arrivent à créer quand même ce sentiment d'appartenance? Comment est-ce que ça se passe au Oui, alors quotidien? c'est vrai qu'afin de composer au mieux avec la distance géographique, mais aussi la croissance continue des équipes, nous nous assurons d'être, certes une entreprise distribuée, mais pas sans visage. Et finalement, des rencontres régulières, alors qui ne sont pas formalisées, d'accord? Il n'y a pas de process formel qui dit que chaque équipe doit se rencontrer une fois par mois, je ne sais quoi. Non, mais par contre, chaque équipe a la possibilité, lorsqu'elle le souhaite, lorsqu'elle en a besoin, de se rencontrer. Donc être à distance, ça ne veut pas dire rester dans son coin tout le temps. Et pour ce faire également, nous nous efforçons, même si on grandit assez fortement, de garder des équipes de taille réduite. Et ça, on est très très vigilant là-dessus parce qu'on ne peut pas travailler à distance de façon harmonieuse, même avec des gens super confirmés, chacun sur son poste, si on ne garantit pas la proximité, l'accessibilité de chaque personne finalement. Donc, pouvoir faire des check-ins réguliers, que ce soit en équipe ou en individuel, reste très important. Il y a quand même toujours besoin de prendre la mesure de où on en est des sujets, vers où on va et s'il y a un sujet, de le savoir le plus en amont possible. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Ça passe aussi par le fait d'avoir une routine. Le télétravail ne fonctionne bien qu'à partir du moment où chacun a trouvé son équilibre. Donc pour chaque personne, ça peut être un petit peu différent. Mais en fait, cette routine, elle est très importante. Et puis le fait de, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est s'intéresser aux résultats et pas à la façon dont les choses sont faites. Donc de donner une vraie Mm. autonomie à chacun, mais en étant proche, en étant réactif. S'il y a une question, on est là. Il n'y a pas de silo, il y a pas de délai et surtout, il n'y a pas cette notion de politique, tu vois, de côté nous contre eux. Donc pas de silo entre les équipes. On est tous dans le même bateau. Si on Ouais. réussit, c'est tous ensemble. Si on rate, c'est tous ensemble aussi finalement. Donc ça, même si on grandit, je suis Mm. assez vigilante là-dessus, à ce qu'il n'y ait pas trop d'ego, pas de politique. Sinon, on n'y arrivera pas, je pense. Donc finalement, les équipes sont composées de 8 personnes maximum. En tout cas, on essaye, tu vois, ou sinon on structure assez régulièrement. Et je pense notamment aux équipes d'ingénierie. Donc c'est bien sûr l'essentiel de nos équipes. Et ils travaillent sur un mode projet. Chez nous, on appelle ça des initiatives. Et finalement, tu peux avoir autour d'une initiative des personnes différentes. Donc tu vas avoir une personne du produit, des personnes plutôt front-end, des gens de l'équipe back-end, etc., une personne de l'équipe user experience. Et puis quand l'initiative est terminée, ils vont travailler sur une autre initiative, mais pas forcément avec les mêmes. Donc même si chacun est dans son équipe qui est bien constituée, qui a son propre objectif, le fait de travailler constamment sur des projets différents et avec des collaborateurs différents dans les autres équipes crée ce côté euh, tu sais, multiple en fait. On travaille pas tout le temps avec les mêmes personnes. Et ça, c'est très important. C'est une des choses qui fonctionne très bien. Après, il y a des petites tips qui font toujours sourire, mais quand on parle de communication, il faut vraiment revoir, quand on a l'habitude de travailler au bureau, il faut vraiment revoir sa communication parce que souvent, je reprends souvent les nouveaux collaborateurs qui souvent me disent bonjour sur Slack. Et puis, toi, tu vois un message, toi, tu vois un pop-up, donc tu t'arrêtes de travailler, tu vas sur Slack et là, tu vois bonjour. Et tu t'attends. Et en fait, on a une no hello policy qui fait que, non, mais c'est très bien de dire bonjour, certes, mais enfin, tu t'arrêtes pas là. Tu écris bonjour et puis tu fais ta phrase. Tu vois, je te contacte parce que j'ai besoin de telle information. Voilà. Et ce message-là, tu l'envoies. Mais le côté bonjour, et puis ensuite, tu commences à écrire ta phrase, et ben finalement, moi, je suis derrière mon poste en train d'attendre parce que je vois les 3 petits points, donc je sais qu'on est en train de m'écrire, et pendant ce temps-là, je perds mon temps. Et en fait, voilà, il y a des petites notions comme ça qui sont assez amusantes. C'est pareil, je dis toujours aux gens de faire attention et de pas faire d'humour.
Alors c'est pas parce qu'on n'aime pas rigoler, mais c'est parce que l'humour a toujours une connotation très locale. Si je fais une blague sur, je sais pas moi, Jean-Pierre Foucault, il y a que les francophones qui vont comprendre. Alors que non, sur Slack, quand je vais faire cette blague, il va y avoir des gens de cultures très très variées. Donc il faut toujours faire attention à l'humour parce que les jeux de mots, si tu maîtrises pas suffisamment la langue, tu peux exclure sans le vouloir des personnes qui font partie du fil de discussion. Et ça, c'est ce qu'on veut justement absolument éviter. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent faire sourire, mais qui sont des bonnes pratiques à adopter et qu'on n'a pas toujours intuitivement. Et alors, tu parlais tout à l'heure du fait que vous êtes en pleine croissance. Alors, ce mélange de culture et de remote, tu dis tout à l'heure hein, que pour l'instant, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quoi les challenges pour pouvoir maintenir cette culture vivante avec une croissance qui, du coup, comme tu le disais, continue en Oui, fait alors depuis pas c'est mal vrai que c'est un d'années. vrai challenge, hein, je te rejoins complètement. C'est un vrai sujet, c'est comment garder les spécificités de notre culture hein, qui plaisent tellement, sachant qu'on grandit. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un certain nombre d'actions qui sont certes institutionnalisé, donc implémenté par la société. Je te parlais du buddy programme, ça plaît énormément. On a mis aussi en place un programme de mentoring. On fait des soirées jeux régulièrement. On fait des séminaires réguliers, que ce soit par département, par localisation géographique, donc des rencontres régulières. Ça, c'est très important, qu'elles soient virtuelles ou pas d'ailleurs. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand même de voir à quel point l'ensemble des collaborateurs s'est approprié nos outils de communication. Et en fait, tout à chacun peut lancer une initiative. Donc, ça vient pas de la RH, c'est pas institutionnalisé par la société et ça descend d'en haut. Mmh. Non, absolument pas. Il y a beaucoup d'initiatives qui ne viennent absolument pas d'en haut, comme on dit. Donc, je pense notamment au programme d'échange de langues vivantes. Donc on appelle ça le tandem. Il y a des cafés virtuels qui sont absolument pas programmés à l'avance. Voilà, j'ai un quart d'heure dans mon agenda, j'ai envie de faire une pause, je me mets sur Slack et je dis voilà, me rejoins qui veut et puis on va parler de tout sauf de travail. Et ça vient pas de la RH, hein. Ce sont aussi tous les fils de Mmh. discussion totalement informels. Donc après vont se regrouper les gens qui ont les mêmes passions. Donc on va se retrouver avec des Slack channels qui sont dédiés à des challenges sportifs, discuter de l'actualité dans notre secteur d'activité. Il y a des donc finalement, beaucoup d'initiatives ne viennent pas du tout de la société, ne viennent pas d'en haut. Il y a par exemple les cafés virtuels. Si tu as dans ta journée un quart d'heure et que tu as envie de discuter avec des collègues de tout sauf du travail, tu peux très bien ouvrir une visio et vient qui veut, qui est disponible. Il y a des programmes d'échange justement de culture et de langue vivante. Il y a tout un tas de fils de discussion totalement informels. Après vont se réunir des gens qui ont les mêmes passions. Donc tu as les gamers, tu as les gens qui vont échanger sur des sujets d'actualité dans notre secteur d'activité, tu as des challenges sportifs, tu as des échanges de photos de bébés, des idées de bénévolat. Après ça peut être des choses plus classiques comme des tips sur la musique, les films. Enfin voilà. Après il y a beaucoup d'échanges informels. Donc on a remplacé le côté cantine et machine à café finalement par ces échanges-là qui sont sur Slack. Mais Slack, c'est un outil de communication de l'entreprise et chacun peut y créer les fils de discussion qu'il souhaite. Et ça définit assez bien notre culture d'entreprise et l'état d'esprit des platformers. C'est justement ce côté de personnes qui aiment communiquer, qui n'ont pas peur d'échanger et qui savent que Mmh. oui, travailler une distance, c'est un fait, mais on fait partie d'une équipe. Donc merci pour ce partage de pratiques qui effectivement sont pour un certain nombre assez innovantes. Tu parlais tout à l'heure d'OVNI. Est-ce que pour toi le modèle que vous êtes en train de mettre en place c'est l'avenir des entreprises de votre secteur, enfin, ou du tertiaire même en général en fait, hein. Je ne sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, c'est un modèle qui maintenant est vu comme plus sérieux aujourd'hui qu'il ne l'était avant la pandémie.
Certaines personnes, avant la pandémie, nous regardaient: «Ah oui, tu fais du télétravail». Bon, tu travailles pas vraiment, en fait. Donc c'était assez amusant pour nous, de voir un peu ce changement de vision. Et j'ai de plus en plus de très jeunes entrepreneurs, finalement, qui me contactent parce qu'ils réfléchissent en amont à comment ils vont faire grandir leur organisation et s'il faut pas le faire dès le départ en remote. Et ça, je n'avais pas du tout ce cas-là avant. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien pour certaines raisons, et ça, il faut bien les comprendre, hein. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un mode de fonctionnement, une organisation, une communication bien particulière. Certes, ça fonctionne très très bien. Est-ce que c'est l'avenir? Ça correspond bien à certaines populations, ça c'est sûr. Il y a plein d'ingénieurs notamment pour qui c'est un modèle qui ne saurait pas fonctionner autrement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'avec la pandémie, le regard a changé et certaines remarques ou questions ne se posent plus du tout aujourd'hui parce que même si c'était dans la douleur, beaucoup ont appris à travailler avec la distance finalement. Et tu disais, c'est valable pour certaines populations. Justement, vous, en interne, c'est pas que les ingénieurs, c'est-à-dire les fonctions de support, les commerciaux, tout le Oui, monde tout le monde fonctionne comme fonctionne ça. comme ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas naturel pour certaines populations. Moi-même, je me posais la question en tant que RH en me disant mais comment je vais faire? Et finalement, c'est un modèle qui fonctionne bien parce qu'on adopte certaines pratiques, d'autres façons de travailler. Après, ça fonctionne bien pour toutes les équipes et je pense que c'est plus facile si justement tout le monde est sur le même modèle. Si tu te retrouves avec une équipe où finalement certaines personnes sont à distance et d'autres non, c'est là que tu crées un silo, c'est là que tu exclus certaines personnes. Alors que si finalement tout le monde est sur le même mode d'organisation, utilise les mêmes outils, finalement il n'y a pas de personnes qui se sentent exclues parce que elles n'étaient pas à la machine à café à ce moment-là, au moment où les gens échangeaient une information. Donc, je pense que c'est le modèle tout ou rien est plus facile que le modèle mixte où une partie de ton équipe est à distance et une autre partie est en présentiel. Oui, intéressant. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil justement pour les dirigeants d'entreprises, on va dire du tertiaire, qui potentiellement pourraient passer dans un modèle full remote ou en tout cas s'y préparer? Qu'est-ce que tu leur Bien, je dirais? leur dirais qu'il est toujours plus difficile de changer un modèle existant que de créer quelque chose from scratch, de toutes pièces. Donc, écoutez vos équipes. Elles savent quelles sont leurs limites ou comment elles peuvent faire. N'ayez pas peur de tester pendant quelque temps avec simplement une équipe, par exemple, et voir ce qui marche moins bien, etc., avant de dupliquer. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile si vous êtes en train de créer votre entreprise et que vous vous posez la question du remote. Si vous êtes dans un environnement concurrentiel où recruter est très compliqué, vous avez tout intérêt justement à ouvrir sur l'aspect télétravail. Mais quoi que vous fassiez, soyez en ligne avec votre façon de faire. N'allez pas à l'encontre de votre intuition, de votre façon, vos valeurs finalement, et corrélez toujours vos paroles et vos actions, quel que soit le modèle que vous allez adopter. Si vous êtes droit en ligne entre vos paroles et vos actions, ça fonctionnera, d'accord? Il n'y a pas une bonne façon de travailler, une mauvaise façon de travailler. Chaque organisation est différente en fonction de l'industrie ou des personnalités qui la composent. Donc, c'est plus facile effectivement si vous êtes en train de créer vos équipes plutôt que de changer un modèle existant, ça c'est sûr. Mais voilà, écoutez aussi vos équipes. Si elles sont là et qu'elles vous réclament du télétravail, demandez-vous pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte, envisagez les risques éventuels ou les impacts que ça amène. Et si la balance des plus est plus importante que la balance des moins, eh bien testez et puis vous verrez bien. Super, merci beaucoup Céline. Merci pour ce partage. Donc on retient effectivement une organisation dès le départ pensée pour du full remote et de l'interculturel, une attention particulière au recrutement pour assurer ce fit culturel
et derrière, en fait, toute une organisation qui est vraiment pensée, que ce soit en termes d'outils, de flexibilité, etc., d'une certaine manière, pour que chacun puisse au mieux faire son travail à distance, et pour quand même réussir à créer ce sentiment d'appartenance, cette sensation de communauté, même sans être physiquement présent. Donc merci pour tous ces tips et pour ce témoignage très inspirant dont on espère qu'il aidera aussi les très nombreuses entreprises qui aujourd'hui se posent des questions sur leur mode d'organisation. Merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.